Vus du ciel et sous le soleil, les remparts du château d'Angers couronnent la ville. Une royale couronne de 17 tours rondes de 50 mètres de hauteur, cerclée de puissants remparts. C'est la forteresse voulue par le jeune Saint-Louis. Une enceinte gigantesque et massive, d'1 kilomètre de circonférence, destinée à résister aux envahisseurs. Au centre s'élève un château de cour dans un écrin d'agréables jardins. Cet élégant logis fut édifié sur ordre du roi René. Ce bon roi René fut le dernier des ducs d'Anjou. Il naquit ici en 1409, dans ce qui est aujourd'hui un fleuron de nos monuments nationaux. Le château d'Angers est un château qui est très riche. Il a tout pour lui. C'est un château qui a l'histoire de la France, avec Saint-Louis, l'histoire d'autres pays européens. C'est un site qui est tentaculaire, quelque part, par rapport à l'histoire européenne. C'est un château qui a été très aimé par ceux qui y ont vécu, notamment le roi René, Yolande d'Aragon, Louis Ier, le commanditaire de la tenture. C'étaient tous des amateurs d'art. Et en plus, ils aimaient la nature. Tenant présent à l'esprit tout ce passé, on essaie de l'honorer. C'est le paradoxe de tout monument, disons médiéval. Surtout nos monuments forteresses, châteaux, ont en général été construits pour refouler le public. En l'occurrence, les armées, les soldats, les peuples, les populations, voilà. Nous, au Centre des Monuments Nationaux, nous travaillons pour ouvrir le monument au public tous les jours. Il y a eu effectivement Tout Angers bouge, qui est une manifestation annuelle que nous accueillons. Nous préparons, c'est toujours un dimanche matin du mois de mai, et les Angevins courent sur les remparts, traversent les jardins, accompagnés par des fanfares. C'est très joyeux. Un patrimoine doit vivre, et chaque patrimoine est différent. Et chaque site appelle à être animé et vécu autrement. Donc on ne fait pas ici ce qu'on fait ailleurs et on ne refera pas ailleurs ce qu'on a fait ici. Emboîtons le pas d'Éric, guide polyvalent et passionné. Là, on va donc se diriger vers la tour du Moulin. C'est l'un des plus hauts points de vue du château et on a également un point de vue sur la ville.
La tour du Moulin porte ce nom parce qu'au XVIe siècle, lorsque la forteresse a été ménagée à la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire à l'artillerie, c'est la seule tour donc, qui a conservé sa hauteur initiale. Et en haut de cette tour, Donadieu de Pucharet a fait construire un moulin qui aurait dû servir à fabriquer de la farine pour la garnison en cas de siège. De cette tour, on peut voir en contrebas la rivière la Maine, hein, qui, pendant le Haut Moyen-Âge, a été une frontière entre le Royaume de France et le Royaume de Bretagne. Et donc c'est un lieu stratégique d'avoir fait construire cette forteresse ici, sur le promontoire rocheux. De cette tour, on peut donc voir d'une part le cœur de ville et également donc, le château avec les différentes constructions des différentes époques. On peut voir donc les fortifications du XIIIe siècle, puis les remparements sur lesquels ont été aménagés aujourd'hui un jardin bouquetier et puis une vigne pour rappeler que bien l'Anjou est une terre viticole. C'est du chenin blanc, c'est un cépage local. À l'arrière-plan, on voit un jardin suspendu d'inspiration médiévale. Et tout au fond, on voit donc des bâtiments. Alors ces bâtiments sont depuis plusieurs périodes. On voit une tour escalier en ardoise qui date du XIVe siècle. Les bâtiments derrière sont des reconstructions du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc il y a également un jardin d'inspiration Renaissance qu'on appelle un dédale. Vous avez ici la chapelle Saint-Jean-Baptiste, début du XVe siècle. Dans son prolongement, vous avez le logis royal qui a été construit par le roi René. Et on peut voir également d'ici donc, des vestiges archéologiques du palais comtal. Nous sommes ici dans le logis royal, qui est un bâtiment qui a été construit par le roi René entre 1435 et 1440. Il s'appelle royal puisqu'il est bâti par le roi René, qui était surtout duc d'Anjou et roi de Naples, Sicile et Jérusalem. C'est une pièce qui résonne, elle est encore vide, hein, elle n'a pas été réouverte au public, car le bâtiment a été en travaux pendant très longtemps suite à l'incendie de janvier 2009. Le roi René, en fait, c'est vraiment un personnage tout à fait emblématique de cette fin du Moyen-Âge, un grand prince, un grand mécène, auteur de romans lui-même. C'est vraiment un personnage très intéressant que la postérité garde sous le nom de roi René, hein, alors qu'il était roi de Naples, Sicile et Jérusalem, mais il était surtout, et avant tout pour nous, duc d'Anjou et comte de Provence, duc de Lorraine. Donc des titres qui viennent s'ajouter au fur et à mesure que sa besace s'enrichit de différents territoires. On connaît surtout des portraits de lui un peu âgés, hein, où il est déjà marqué un peu par les années. C'était aussi un homme très ouvert sur le monde entier. Le roi René avait une ménagerie au château d'Angers. Certains de ces animaux se trouvaient à l'intérieur de la forteresse, d'autres ici dans les fossés secs, notamment les animaux domestiques, les moutons, les poules, etc. Et puis ici, sur la promenade du bout du monde, se trouvait la maison des lions et les léopards, donc les fauves plutôt de ce côté-ci. À la suite d'un accord entre la municipalité d'Angers et le Centre des Monuments Nationaux, les résidents de la ville d'Angers ont la chance d'avoir l'entrée libre, permanente et gratuite, dans leur château. Les enfants en profitent largement. Le Centre des Monuments Nationaux a vraiment, parmi les actions et le cœur de son métier, j'allais dire, cet accueil du public. Hein, et on est amené à faire plein de choses qui sont une façon très agréable de venir découvrir le château et du coup de vous donner envie après d'être vous-même plus tard, j'espère en tout cas, un grand amateur de patrimoine et quelqu'un qui sait qu'en entrant dans le château, il va faire quelque chose d'intéressant et il va apprendre des choses absolument passionnantes. On a trouvé le jardin là-bas. Pour asseoir. On a une grande attention à l'accueil des enfants de manière générale, évidemment du public scolaire. On reçoit à peu près 15 000 scolaires chaque année.
Et puis il y a non seulement les scolaires, mais il y a aussi le public jeune qu'on peut recevoir en dehors de ce temps scolaire, notamment une opération qui s'appelle Énigmes et chocolat, qui a lieu au moment de Pâques, où on propose un petit jeu qui permet de découvrir tout en s'amusant le château et qui est récompensé par évidemment un super bœuf en chocolat. Donc vous avez bien travaillé, vous avez le droit à un chocolat, vous avez la malle qui est ici. Je vous laisse ouvrir. Je vous laisse, allez-y. Vas-y, ouvre la malle alors. On a gagné, on a gagné. Je suis là, concrètement, dans ce monument, enfin, au ministère de la Culture, parce que, étant gamine, tous les étés, je visitais un château, et en général un château du Val-de-Loire, donc c'était vraiment des lieux absolument exceptionnels, et aussi parce qu'un jour, je suis tombée sur un guide conférencier absolument formidable à Blois, et ce monsieur-là, à l'issue de la visite, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, c'est ça mon truc, voilà, je veux être comme lui. Les tours qui encadrent la porte des champs n'ont pas une ride. Leur rajeunissement est le résultat d'une restauration longue et complexe, effectuée par des artisans spécialisés, sous la direction des architectes des bâtiments de France. Les propositions et le suivi des travaux sont le quotidien d'un homme qui surveille au jour le jour l'évolution de cette vaste forteresse. Soucieux de la sécurité des visiteurs, comme de la pérennité de la demeure, Joël Guérin l'observe avec la pertinence de l'historien. Ce qu'on découvre du château d'Angers de l'extérieur, c'est le château construit au tout début du règne de Louis IX, le futur Saint-Louis. C'est une construction formidable avec une volonté royale manifeste de réaliser une citadelle très fonctionnelle, mais aussi très symbolique du pouvoir royal. On a 17 tours, le tout a été construit en moins de 30 ans. Et les fossés dans lesquels nous nous tenons, qui ont toujours été secs, ce ne sont pas des douves. Pour toute la partie du front sud du château d'Angers, c'est ici qu'on a une meilleure perception de l'extraordinaire échantillonnage des pierres. On a un superbe schiste bleu en soubassement et ce grès, ces alternances de bandeaux de grès avec cette pierre calcaire, plus dure que le tuffeau, un calcaire local, et puis un schiste noir dans les parties hautes. Une citadelle comme celle d'Angers est en perpétuelle évidemment restauration. Il y a eu des périodes d'intense activité. Là, nous venons d'achever la restauration du front sud, un chantier qui a duré 2 ans. L'aventure de la restauration a nécessité de mettre la haute technologie au service des artisans et des compagnons qui devaient travailler au sommet des tours. Jackie pilote sans émotion une grue de 120 tonnes qui élève au bout d'une flèche de 80 mètres des sacs de toile remplis de sable et des caisses de pavés. Il n'y a rien de compliqué, il y a juste à chauffer et puis... Le défi de tels travaux est de combiner avec harmonie et surtout avec discrétion les matériaux performants d'aujourd'hui et les matériaux traditionnels. Car il faut assurer une bonne étanchéité des chemins de ronde et des tourelles dont les toitures ont été arasées sur ordre d'Henri III lors des guerres de religion. Depuis le Moyen-Âge, les confréries de compagnons et d'artisans se transmettent de génération en génération une éthique de la perfection qui est recherchée par les architectes des monuments historiques. On vient reposer les pavés comme ils étaient posés avant. C'est du vieux pavé grès qui a été déposé et on repose le même pavé. Le système de pose, donc on fait d'abord à la bétonnière donc, un sable qu'on mélange avec du ciment. Donc on étale le sable, plus ou moins par terre, plus ou moins à la bonne hauteur. Après, donc, on a une ficelle d'alignement qui est là, qui va nous servir à aligner les pavés pour qu'ils soient bien droits. Donc on prend le pavé, on le tape,
on le tape. Il faut que ça soit toujours à la hauteur à peu près toujours à la hauteur de la ficelle. Travailler sur un chantier qui est ancien comme ça, poser du vieux pavé, et c'est plaisant de redonner vie à quelque chose qui a vécu. C'est un peu de nos ancêtres qui ont posé la même chose que nous, qui avaient un savoir-faire et qui l'ont transmis. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est capable de refaire la même chose qu'ils faisaient dans le temps. Il y a eu 190 pierres de changées à peu près sur les tours, sur ces tours-là. Donc on les met en masse au début, en massif, et après on les retravaille pour qu'ils aient la forme de la tour, et on les vieillit à la main pour qu'ils ressemblent aux autres pierres, quoi. Et après on me fait une patine naturelle. Voilà. Donc là, je vais ramener cette pierre-là, la même couleur que celle d'à côté, pour harmoniser l'ensemble. Vous avez vu, elle est blanche, hein, comme on l'a sablée, tout ça, elle est revenue blanche. On va essayer de trouver le fond au début, donc le fond jaune là. Je vais refaire le jaune en premier, et après on va essayer de faire tout ce qui est en partie grise. Donc, je vais utiliser de l'eau avec la pierre fertile aussi, le fixateur. Et je vais remettre aussi un petit peu de jaune, de l'ocre jaune. Dedans, il y a de l'ocre jaune et de l'ombre naturelle. On fait toujours des angles en premier. On pourra se rapprocher. Et ça, c'est la partie grise. Voilà. Donc après, c'est à sécher que ça va nous donner normalement le même résultat, ou alors il faudra en repasser plusieurs couches. La fatigue du chantier, ouais, c'est de monter et descendre. Et comme le chantier est très grand, il y a 1 kilomètre d'une tour à l'autre. Donc il faut toujours monter, descendre, prendre les outils. Et on a du travail sur à peu près toutes les tours. Donc à l'intérieur, extérieur. Donc il y a beaucoup de manutention et de marche. Beaucoup de marche. Si l'on marche sur le chemin de ronde, ou mieux, si l'on vole aux confins ouest de la forteresse, on découvre un grand toit noir caché en contrebas du rempart. Ce bâtiment en aile, de plus de 150 mètres de longueur, a été construit dans les années 1950 pour abriter tout spécialement un immense et très mystérieux trésor. Ici, dans la pénombre et la fraîcheur, a été tendue la plus longue tapisserie médiévale du monde. Elle porte un nom que l'on ose à peine prononcer, la tenture de l'Apocalypse. Lieu d'accueil et de recueillement pour les touristes, le bâtiment moderne expose cette œuvre unique aux dimensions exceptionnelles. Les scènes de la tapisserie illustrent les visions apocalyptiques de l'apôtre Saint Jean.
Cette révélation de Saint Jean entremêle le prosaïque de la vie quotidienne avec la symbolique religieuse. Le divin et le démoniaque s'y côtoient. Le sacré y combat la sorcellerie qui alimentait les croyances populaires. On sait que lors des grandes fêtes, les princes se servirent de cette tapisserie réversible comme décor et comme paravent à l'extérieur des châteaux. Une icône gigantesque comme avertissement moral destiné à imposer le respect par son étrange et effrayante beauté. C'est une tapisserie qui est faite de laine et qui a été commanditée par un riche prince de son temps, qui est le duc Louis Ier d'Anjou. Donc on est en plein XIVe siècle. Louis Ier d'Anjou est duc, mais il est aussi prince, parce qu'il est fils du roi de France Jean de Lebon. Et on sait qu'il collectionnait les tapisseries et qu'il les a collectionnées assez jeunes. Et donc celle-ci n'est qu'un exemple du genre de tapisserie qu'il pouvait posséder et que les grands princes de son temps, de toute façon, pouvaient posséder. Donc ce qui a été mis en image dans cette tenture, c'est le texte de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le dernier texte du Nouveau Testament, le dernier texte de la Bible. C'est une très grande tenture, hein. Chacune des pièces à l'origine mesurait 23 à 24 mètres de long pour 6 mètres de haut. Donc comme il y avait 6 pièces, imaginons les disposer côte à côte les unes des autres, et bien à l'origine il y a près de 140 mètres de tenture. Et à la fin du XVe siècle, cette tapisserie est tendue dans les rues d'Angers au moment de l'entrée royale de Louis XI dans les rues d'Angers. Donc encore une fois, pour une manifestation de pouvoir politique, cette tapisserie est tendue à l'extérieur. Donc là, nous sommes dans un des endroits un petit peu secrets du château, puisqu'il s'agit de la réserve des tapisseries. Des tapisseries du château et aussi quelques-unes de la cathédrale d'Angers. Et ici, sur cette table, un petit trésor, donc un fragment de la tapisserie de l'Apocalypse qui n'est pas exposé. Donc je le dévoile. Et voici un fragment fragile, hein, c'est pourquoi il n'est pas exposé. Le fragment, c'est le 4e flacon versé sur le soleil. Donc le soleil va brûler les hommes qui sont sur Terre et qui ont refusé de se convertir. Et pour ce qui est des couleurs, effectivement, les couleurs apparaissent un petit peu peut-être fades ou grises à l'écran, mais en réalité, elles étaient très vives à l'origine. Quand on regarde bien les détails de ce fragment, on voit comment les lissiers, donc qui sont les artisans qui faisaient ces œuvres, utilisent les couleurs de manière à créer les reliefs et les volumes des corps des personnages, et les drapés aussi des vêtements. Par exemple, pour ce personnage qui porte un vêtement bleu, on va utiliser seulement 3 nuances de bleu, un bleu foncé, un bleu moyen et un bleu clair. Et avec le jeu des points et des juxtapositions de couleurs, eh bien, on va créer le drapé et le rendu du volume du corps du personnage. Alors, qui sont les personnages qui jouent de la musique sur cette tapisserie? Laurine? Les anges musiciens. Ce sont les anges musiciens. Voilà. Ce sont tous des anges, vous voyez, ils ont leurs petites ailes sur le dos. Et à chaque fois que vous verrez sur la tapisserie des gens qui jouent de la musique, bah, ce sont les anges, toujours. Au collège Paul-Éluard de Gênes, dans le Maine-et-Loire, les professeurs de toutes les matières se sont emparés de la tenture pour passionner leurs élèves. Chacun à leur manière. Ces anges-là font partie de l'histoire de l'Apocalypse et leur rôle, c'est de transmettre la parole de Dieu. Parce que Dieu, il n'apparaît pas, si vous voulez, dans la tapisserie pour parler directement. Il fait dire ce qu'il a à dire par d'autres personnages, par des intermédiaires. Et ces intermédiaires, ce sont en particulier les anges musiciens. Et il y en a un qui a un rôle important, c'est celui avec sa trompette. Là, celui-ci, il annonce les jugements de Dieu. L'histoire des anges musiciens. Donc on va essayer de revoir ça dans la galerie, on va essayer de repérer les anges musiciens. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va en discuter ensemble. L'enseignant qui mène la danse de l'Apocalypse est Olivier Godard. C'est un jeune professeur d'histoire-géographie que l'Académie de Nantes a mandaté pour attirer la curiosité des collégiens vers le patrimoine. Avec lui, les esprits s'éveillent, les yeux pétillent et les élèves s'enthousiasment. Voilà des visites guidées où l'on ne s'ennuie pas.
Aujourd'hui, c'est à lui de faire vivre les petits anges de l'Apocalypse. Alors, on s'arrête là. Alors là, on arrive dans une partie de la scène. Vous vous rappelez comment on appelle cette série de 7 scènes où il y a des anges? On les appelle les 7. Regardez leur instrument. Les 7 quoi? Les 7. Comment ça s'appelle cet instrument-là? Alors, c'est pas une corne, même si ça ressemble, les 7 trompettes. Alors, les 7 trompettes, elles annoncent quoi? Elles annoncent des catastrophes que Dieu envoie sur Terre, selon la Bible. Comment est-ce qu'on appelle cette scène? Regardez, c'est marqué en dessous, là. Là, la deuxième trompette, ça s'appelle... Le naufrage. Le naufrage. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Dans cette scène-là, Dieu, il demande à l'ange de sonner de la trompette pour punir les hommes qui n'auraient pas suivi ce qu'il disait. Et vous voyez cet ange-là? Ange musicien, qui fait tomber le feu sur Terre, ouais, et qui provoque ce naufrage. Regardez les images et les têtes des hommes, là. Ils sont tous effrayés. Ils sont effrayés, là. On en a même, regardez, on voit les noyés. Regardez ce personnage qui est sous le bateau, là. Vous voyez comme c'est très précis? On voit que son visage, il est recouvert par les vagues. Donc on voit qu'il est noyé, cet homme-là. D'accord? Donc on voit ici, effectivement, le naufrage, on voit le feu sur Terre. Bref, cette trompette, elle annonce quel type de nouvelle pour les hommes? Le malheur, une mauvaise nouvelle. Ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin dans la galerie. Et puis on va essayer de découvrir une autre scène où il y a encore des anges musiciens, mais cette fois-ci, c'est pas des malheurs qui sont annoncés, mais autre chose. On avance. Quand les élèves sont devant la tapisserie, c'est vrai qu'on essaye de déguiser leur regard, de leur permettre de faire une lecture d'une œuvre d'art. Alors le regard croisé des différentes matières est là pour le faire, mais c'est vrai qu'on essaye de rentrer dans les détails et de constater bien qu'une tapisserie, ce n'est pas seulement un premier coup d'œil, j'allais dire, mais c'est aussi une richesse des détails. Vous voyez qu'ici, on a une scène où il y a donc combien d'anges musiciens? 7. Et là, regardez, quels sont les instruments qui sont utilisés? Des harpes. Ce qui est intéressant sur cette scène, c'est regarder la précision avec laquelle les musiciens et leurs doigts sont représentés. Regardez, qu'est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de faire? Ouais. Les caresser. Ils sont en train de caresser, effectivement, les cordes. Ils sont en train de jouer. Regardez, délicatement, voyez un peu les doigts. Regardez les doigts de celui qui est au milieu, là. Vous imaginez que sur la tapisserie, l'auteur de la tapisserie, il a représenté les doigts en mouvement. On a presque l'impression, non pas que la scène, elle est figée, mais que la scène, elle est en action. Mais au final, l'Apocalypse, elle raconte quoi? C'est la victoire de Dieu sur Satan. Lorsque l'Apocalypse se termine pour les chrétiens, eh bien, Dieu descend sur terre et finalement, le monde redevient chrétien. Normal, mais chrétien. Autrement dit, c'est un message qui, pour les chrétiens, est un message. Attention, il va y avoir des combats. Attention, il va y avoir une lutte entre le bien et le mal. Mais à la fin, si vous vous comportez correctement, c'est un peu le message. Eh ben, il y a rien triomphé. Le bien triomphera. Le triomphe du bien, c'était aussi le souhait du roi René. Pour y parvenir, il fonda, aux portes de la ville, un ordre de chevaliers de seigneurs qu'il réunissait en secret rue de Saint-Aignan. Je suis Alex Brunet, j'habite le quartier de la Cité d'Angers, situé entre le château d'Angers, symbole du pouvoir temporel, et la cathédrale, symbole du pouvoir spirituel. Nous sommes dans un quartier où la personnalité du roi René est omniprésente. Elle est présente par le château d'Angers, le logis royal, la chapelle, etc., et par les témoins de la cité, de la vieille ville, qui nous rapportent toujours à la personnalité forte du roi René, comme ce croissant que nous voyons au-dessus de nous, où on pense que se tenaient les réunions de l'ordre du croissant. L'os en croissant signifiait qu'il faut être capable de grandir en vertu pour mériter des louanges. Une devise pleine d'humilité pour ces chevaliers de l'ordre qui portaient manteau de velours rouge, satin blanc et collier d'or. Plus modestement, Alex Brunet a acheté la plus ancienne masure d'Angers lorsqu'il était encore étudiant en médecine. Depuis presque 40 ans, il prend soin du plus ancien quartier de la cité, engagé dans une association de préservation de ce patrimoine médiéval qui jouxte le château. Cette partie de la vieille ville a résisté aux guerres et aux ravages de la modernité aveugle grâce au courage des plus lucides de ses habitants. Mais il reste des choix incompréhensibles et absurdes, des blessures et des regrets.
Nous sommes ici à l'extrémité de la promenade du bout du monde, près de la tour du Moulin. Promenade du bout du monde qui porte bien son nom, car si on avance d'un pas, on tombe dans le précipice au pied du rocher schisteux où est construit le château. Autrefois, entre les murailles du château et la rivière, se trouvait un quartier ancien qui avait sa mémoire. Il était fait de maisons du Moyen-Âge, de l'époque classique et même du 19e, mais il avait une unité géographique. Et ce quartier a été entièrement rasé dans les années 75 pour faire place, certes à une vue plus dégagée sur le rempart du château, mais aussi à cette autoroute que vous voyez, que vous entendez, qui crée une coupure, une césure entre les deux parties de la ville, la rive gauche où nous sommes actuellement et la rive droite qui est le quartier d'Outremanne que les Angevins appellent la Doutre. Blotti entre des jardins suspendus sur l'aile ouest du château, une plaisante terrasse accueille le secret des conversations. On oublie qu'il y a eu ici une vaste prison dirigée depuis cet austère logis du gouverneur. Maintenant, c'est une île légère qui flotte au-dessus de la ville, comme posée sur un nuage, propice aux rêves volubiles des créateurs. Alors, on découvre la bande dessinée sur la tenture de l'Apocalypse. Elle est très réussie, la couverture. Elle fait la synthèse entre à la fois l'aspect très historique avec la tenture et puis le côté policier dans le halo de lumière. Là. Quand vous êtes venu, Rodolphe, pour vous imprégner des lieux ici au château, c'était la première fois que vous découvriez la tenture? Tout à fait, tout à fait. Je connaissais ni la merveilleuse ville d'Angers, ni le château, ni encore moins la tapisserie. La première chose que je dirais, a commencé d'ailleurs avant même l'Apocalypse, la tapisserie et la salle qui la contient, c'est le château. Quand on arrive, on lève la tête, c'est un lieu qu'on voit en contre-plongée. On est petit, on voit quelque chose d'énorme. Donc on voit l'énorme masse du château, et ensuite on voit cette énorme surface que représente la tapisserie. Donc il y a dès le départ, il y a une attitude on est écrasé par la taille, par la beauté du château, voilà, la première impression ressentie, c'est celle-là. C'est quelque chose, on est devant quelque chose de très grand, très fort, d'exceptionnel. Donc on a une attitude plus d'humilité. Donc à partir des lieux, comment vous avez élaboré ce scénario avec la police, avec les voleurs, etc. Nous, d'emblée, le challenge était simple, c'était de faire une bande dessinée d'initiation à la tapisserie. On attaque par la promenade nocturne répétée d'un individu masqué qui défie les systèmes de surveillance, etc., pour aller faire on ne sait quoi, justement, près de la tapisserie. Voilà. Il y a eu comment dire, la découverte de certaines choses, et puis il y a eu des frustrations. Moi, je voyais automatiquement, par rapport à mon visiteur nocturne, qu'on allait certainement confondre avec un fantôme, clin d'œil supplémentaire au Belphégor. Pour moi, avec le fantôme, il fallait qu'il y ait un souterrain. Ça va ensemble, comme le pain et le beurre. Donc, j'étais extrêmement frustré quand j'ai parlé à les souterrains. Ils sont où les souterrains? Il n'y en a pas. Oh non, ça m'a fortement déplu. Et je me suis dit, grâce au pouvoir que nous donne la création, qu'il allait y en avoir. Bon. Et donc, si vous feuilletez le livre, vous allez voir, il y en a. Et du reste, à mon fort intérieur, je reste persuadé quelque part qu'il y en a. Bon, sans doute ne sont-ils pas répertoriés, mais quand on pense au Mont-Saint-Michel, que du Mont-Saint-Michel, il y a des souterrains qui traversent la baie, qui traversaient la baie, comment une forteresse comme ça, au milieu d'une ville, n'aurait pas eu 200 mètres de boyaux pour déboucher dans une maison du semble très très curieux par rapport à la mentalité médiévale. Donc, je reste sur ma position. Pendant que Rodolphe, le scénariste, abreuve Catherine de bonnes paroles, d'autres, plus pragmatiques, réfléchissent au commerce des nourritures terrestres. Nous avons ouvert un restaurant au cœur du château d'Angers, ici, dans le logis du gouverneur, en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. Donc on a créé le Monument Café Château d'Angers, qui est un restaurant qui a pour vocation de mettre en avant le patrimoine historique et culinaire d'Angers et de tout l'Anjou.
Donc le principe du restaurant, c'est vraiment un lieu qui est ouvert à tous, les voyageurs, les familles et les curieux, qu'ils soient voyageurs, touristes, mais qu'ils soient également angevins, qui pourront venir ici, dans un esprit maison de famille, partager ce patrimoine historique, culinaire. Tout est préparé maison et on privilégie toujours les produits locaux quand on peut. Et notamment, il y a un jardin de curé là sur les remparts et ça nous arrivera d'aller exploiter les petites herbes et les aromates qui s'y trouvent. Ici, nous sommes dans le jardin d'inspiration médiévale qui se trouve sur la terrasse d'artillerie nord. Alors, vous pouvez voir qu'actuellement, il y a beaucoup de fleurs parce qu'en fait, on n'a pas taillé les bordures, on a laissé les plantes aller jusqu'à la floraison pour permettre au peuple des insectes pollinisateurs butineurs de pouvoir se développer, et de permet également aux visiteurs intéressés par tout ce monde de la microfaune de pouvoir les observer à loisir. Là, on est sur une souche d'abeilles qui s'appelle la Buckfast, ou Frère Adam, un moine qui a travaillé sur la génétique des abeilles. Et les abeilles, on peut les comparer souvent aux races de chiens. Vous avez les abeilles qui ont des comportements de collet et puis d'autres qui ont des comportements de pitbull. Donc évidemment, en entreprise, et puis sur des monuments, sur des lieux publics, on va se charger de préserver une génétique au fil du temps, toujours la plus douce possible. On enfume toujours la planche d'envol avant d'ouvrir même la ruche. Tout ça pour les calmer, pour éviter que les gardiennes émettent des phéromones et alertent les autres. Donc toujours la fumée froide, entassant bien. Voilà. Ça fait plaisir. Donc là, on lève doucement un cadre. Donc sur ce cadre, on contrôle l'état sanitaire. Là, elles ont récolté énormément de pollen. Donc le pollen, c'est en particulier très important pour le couvain. Et quand on sait ce qui s'est passé au terme de climat sur les 4 dernières semaines, voilà, c'est assez sympa de voir une ruche dans cette configuration. Elles ont déjà super travaillé, c'est magnifique. On constate qu'on a déjà des hausses et des cadres de hausse remplis de miel, ce qui est véritablement exceptionnel. Ça prouve que le site est particulièrement adapté au positionnement des ruches et l'emplacement idéal. Elles sont protégées du vent, elles n'aiment pas beaucoup le vent, elles n'aiment pas l'humidité stagnante. Ici, elles ont un soleil permanent. Quand on goûte le miel de son propre site, il a toujours une saveur particulière. On a fait l'année dernière de très bons miels et même si on est sur des miels qui sont toutes fleurs, puisqu'on n'est pas sur l'acacia ou le tournesol ou le tilleul ou la lavande encore moins par ici, on peut se retrouver avec un miel de printemps, un miel d'été qui va avoir une saveur différente d'une année sur l'autre. Régalez-vous, mettez vos doigts, mettez vos doigts au fond. Là, je peux carrément. Ouais, là voilà. Ah ouais. Ah, c'est super bon. Ah, c'est fabuleux. C'est toujours le meilleur, celui de ces ruches. Oui. Ici, vous voulez dire le meilleur, c'est toujours celui d'Angers. Non, c'est toujours celui d'Angers, le meilleur. Il est floral, il est doux, et on n'a pas le côté que parfois les gens n'aiment pas, d'un miel trop sucré. Ouais. Donc bravo aux abeilles du château, parce qu'elles ont bien bossé. On le remettra la prochaine fois. Là, elles ont de quoi? On repasse le 26. Des méthodes de culture et de jardinage respectueuses de l'environnement
et favorisant la biodiversité ont permis au château d'obtenir le label de la Ligue de protection des oiseaux. Le projet miel du château d'Angers est exemplaire. Cette production de miel est très saine et d'exceptionnelle qualité, bien que l'on se trouve au cœur de la ville. Cette expérience ne consiste pas seulement à accueillir des ruches pour que les abeilles fassent honneur aux fleurs des jardins médiévaux. C'est surtout un projet global de formation des personnels du château aux méthodes d'apiculture et également une ambitieuse volonté d'éducation du public. Dans la fidélité à l'esprit du roi René et des érudits de la Renaissance, il s'agit de partager des connaissances sur la nature, de s'intéresser à l'entomologie, à l'apithérapie, de discourir sur l'origine des saveurs, de former le goût à la reconnaissance des différents miels, et aussi quelques semaines après la récolte, de fêter ensemble la coulée d'or qui se déguste en croquant la cire. Parce que là, Et donc l'homme récupère l'arrêt. Mais on n'est jamais sur du miel à 100%. Évidemment, il y a plein d'autres choses dedans. Donc c'est juste des dominantes. Voilà. Et à partir donc, de l'analyse polénique et surtout organoleptique de dégustation, on arrive quand même à savoir de quel miel. la dominante, c'est quoi? C'est du toute fleur. Ça aurait pu être du tilleul parce que là vous avez des tilleuls en bas. Une si belle production ne pouvait se passer des services inspirés et pertinents d'un grand artiste. Ici, pour le projet du miel du château d'Angers, je suis vraiment parti à la fois du pot de miel, de ce que ça veut dire qu'ouvrir un pot de miel. Parce que d'abord, ouvrir un pot, ça allait dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Quand on ouvre le... Et pour moi, retrouver le miel, c'est presque comme retrouver son enfance. C'est-à-dire, c'est comme si on remontait le temps pour retrouver cet âge d'or de l'enfance. J'ai disposé donc les lettres de miel du château d'Angers, de telle sorte qu'on puisse avoir des tas de lectures différentes, exactement comme une promenade qu'on pourrait avoir au milieu des fleurs, où on peut lire miel du château d'Angers, mais il y a le mot ciel, il y a le mot chat, il y a le mot gâteau, il y a le mot ange. Il y a le mot « enfin », il y a des tas de combinaisons différentes. Il y a presque comme un jeu aussi, un jeu enfantin qu'on peut retrouver. J'ai colorisé chacune des contreformes des lettres. Ça donne comme un émaillement de couleurs. Et un petit peu, on peut butiner les mots comme les abeilles vont butiner les fleurs. Anne-Lise n'est pas une sportive égarée. C'est une résidente occasionnelle du château. Cette étudiante du Centre national de danse contemporaine a eu une idée très originale. Dormir une semaine sous la tente, au sommet d'une tour, et profiter de cette solitude pour s'exprimer très librement. Liste officielle qui vient tout à l'heure aussi. Bon, mais du coup, je vais faire un peu des étirements. Anne-Lise Legac est une jeune professionnelle qui travaille entre les arts plastiques, le dessin et la danse et la chorégraphie. Anne-Lise a défendu un projet interdisciplinaire qui s'adaptait à notre site. L'art, la création, l'architecture est dans une continuité totale. Et les artistes qui interviennent ici doivent le ressentir. Ils ne sont jamais en opposition, ils sont dans la continuité. Anne-Lise et les nombreux artistes qui se produisent dans ce monument historique sont accompagnés par les personnels et par une administration très ouverte aux performances. Quand je suis arrivée ici, j'ai ramené un gros rouleau de papier en me disant que j'allais
un peu tracé, dessiné, noté, archivé ce qui se passait pendant ma semaine au château. Si on regarde la frise au début, c'est assez plat. Enfin, plat. C'est des choses qui se passent, qui se sont passées, genre le déjeuner, le jogging. Finalement, des choses un peu simples et concrètes. Et plus ça va, et plus je me prends un peu dans ma fausse solitude, plus je me prends à rêver de ce qui a bien pu se passer ici. Dans la chapelle, le plasticien Sarkis a édifié un échafaudage doré à la feuille pour symboliser les liens qui unissent les hommes et les cultures. Au ciel ne tourne pas sans moi, aux lunes ne brille pas sans moi, aux terres ne grandit pas sans moi, au toit temps ne passe pas sans moi. Ali Moini est un chorégraphe d'origine iranienne et il nous a présenté ici My Paradoxical Knives, une performance sur la base d'un poème de Rumi qu'il inscrit sur une plaque métallique au sol. C'est plutôt une évocation du monde qui tourne et de l'évolution du temps et des choses qui changent avec le temps. La présence des couteaux évoque pour lui une expérience qu'il a subie en Iran avant de quitter son pays et l'image d'un danger présent, mais qui s'éloigne. Et voilà, il chante en persan, il tourne très vite. Certains pensent à des derviches tournants. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une évocation du monde qui tourne et de l'évolution du temps et des choses qui changent avec le temps. Cette performance avait toute sa place ici, le chant non accompagné, a cappella, était parfait pour les résonances de la chapelle de Yolande d'Aragon, pour ces princes qui ont étendu leur pouvoir jusqu'à la Méditerranée, et également en présence de ce rétable. Voilà, il y a un rappel même iconographique, vestimentaire entre Ali Moini et puis les figures du rétable.
a un projet avec notamment Pro Quartet de présenter de la musique de chambre, et pas uniquement, aussi instruments et voix, devant la tenture de l'Apocalypse. Pas forcément uniquement dans cet espace-là, mais au sein du château et dans le Saint des Saints. Nous essayons de présenter des œuvres historiques, classiques, qui existent déjà, et aussi des créations inspirées par l'œuvre, pour aider notre public à évoluer du patrimoine à la création, cette création qui est destinée à être le patrimoine de demain. C'est très important. L'histoire ne s'est pas arrêtée en 1860, par exemple. Voilà. Pour un instant, la légendaire douceur angevine et le plaisir des arts semblent l'avoir emporté sur les souffrances de l'incarcération, des injustices et des catastrophes. Dans la grande galerie obscure du château d'Angers, les jeunes interprètes se révèlent à la lumière renaissante de l'Apocalypse. La longue tenture enveloppe ce soir un nouveau temps, celui de l'émotion heureuse, ensoleillée, partagée avec toute une ville.